Lorsque je suis entré dans l'appartement de Lisa pour la première fois en tant que mari plutôt qu'invité, j'emportais avec moi la promesse de la stabilité, d'un homme qui veillerait à ce que les lumières soient allumées et le loyer payé, qui n'empiéterait jamais sur les souvenirs de l'homme perdu de sa fille Mia. J'ai compris dès le début que le dévouement de Maya à l'ombre de son père passerait toujours en premier. Et je n'ai pas cherché à me faire une place dans son cœur en forçant les comparaisons ou en lui témoignant une affection artificielle. J'ai simplement décidé d'être là le matin à son réveil pour m'assurer que son petit déjeuner était prêt et son uniforme scolaire repassé, pour l'aider en algèbre ou pour écouter sa colère lorsque ses devoirs éclipsaient ses aspirations d'adolescente de 15 ans. Pendant 4 ans, j'ai réglé toutes les factures à mon nom, électricité, internet, cours de soutien scolaire de Lisa, cours particuliers de Maya dans une école privée, afin qu'aucune femme de ma vie ne se soucie plus jamais d'un avis de retard ou de pénalité. Pourtant, le respect, semblait-il, n'était jamais au goût de personne, et j'ai vite appris que les feuilles de calcul et les paiements automatiques ne se traduisent pas par de l'affection. La langue acérée de Maya était toujours prête à riposter à la moindre règle que j'essayais d'instaurer, un couvre-feu qui me semblait raisonnable. Des laissez-passer pour l'école pendant les études, l'obligation d'appeler si elle restait dehors après 21h. Chaque soir, je me préparais à un nouveau roulement des yeux, un nouveau ricanement, comme si chaque geste parental était une intrusion dans un monde construit par son père et qu'elle seule déciderait qui en ferait partie. Des humeurs adolescentes, comme Lisa les appelait, balayant mes inquiétudes d'un revers de main comme si j'étais un imbécile surprotecteur plutôt qu'un homme cherchant à fonder une famille. J'ai ravalé ma déception jour après jour, jusqu'à ce soir-là. Un vendredi ordinaire, je me suis garé dans une allée faiblement éclairée pour aller chercher Maya à une fête où l'on m'avait assuré que seules quelques amies seraient présentes. Elle est montée dans la voiture, l'haleine chargée de bière bon marché. Sa démarche était chancelante et ses paroles étaient devenues une accusation que je n'oublierai jamais. Je ne t'aimerai jamais. Mon père était meilleur que tu ne le seras jamais. Ces mots me frappèrent comme un coup de marteau en pleine poitrine, mais ce n'était pas le poignard que je sentais encore me tordre les côtes. La véritable lame vint plus tard, lorsque la mère de cette même fille, celle que j'avais juré d'aimer et de protéger, choisit l'indifférence plutôt que la défense. Je me suis retrouvé à saigner du silence dans notre lit ce soir-là, allongé côte à côte avec Lisa comme si de rien n'était. Mon dos me tournait dans un acte de révolte silencieuse plutôt que de confrontation véhémente. Les yeux rivés sur l'obscurité totale, je réalisais que la loyauté gagnée par les relevés bancaires et les courses nocturnes au sirop pour la toux n'était rien comparé à la trahison d'être renvoyé d'un simple geste du doigt et d'un commentaire à moitié endormi. N'est-ce pas la vérité? Lorsque j'ai raconté à Lisa les mots exacts que Maya avait prononcés, convaincue qu'elle exigerait des excuses de ma part, elle s'est contentée de marmonner sans lever les yeux, « Pourquoi es-tu surprise? N'est-ce pas la vérité ?» et a continué à consulter son téléphone. C'est à ce moment-là qu'un déclic s'est produit en moi. Ni un rugissement ni une exigence, mais une décision cristallisée dans la froide clarté de l'aube. J'ai décidé que si le respect ne s'achetait pas avec chaque dollar, j'investirais ses ressources ailleurs. Le lendemain matin, la maison semblait différente sous mes pieds tandis que je passais de pièce en pièce tel un fantôme ayant déjà quitté son corps. J'ai résilié le forfait téléphonique de Lisa sans tambour ni trompette, supprimé les privilèges de la carte de crédit de Mia, suspendu tous les paiements de frais de scolarité, et même modifié le mot de passe Netflix pour que la lueur de l'écran de télévision ne soit plus de mon ressort. J'ai alors remarqué à quel point mon absence était invisible. Pas de photo de nous deux sur le réfrigérateur, seulement un portrait poussiéreux de Maya avec son père et Lisa, pris un jour plus heureux. Pas de mots de remerciement laissés sur le plan de travail. Juste le bourdonnement d'une cuisinière électrique et le faible écho de mon propre rythme cardiaque. Quand Lisa est apparue en peignoir et m'a demandé pourquoi je m'étais levé si tôt, j'ai hoché la tête sèchement et dit, « J'ai des choses à régler ». Je la regardais se transformer en frustration tandis que je la dépassais sans un regard en arrière. Au travail cet après-midi-là, assis derrière le bureau en acajou que j'avais gagné grâce à mes promotions et mes nuits blanches, j'ai appelé mon avocat, Jared Sloan, et j'ai demandé une rupture nette. Pas de pension alimentaire, pas de dispute interminable au sujet des biens de la maison, pas de rancune portée devant les tribunaux. Après avoir raccroché, j'ai réservé une minuscule chambre d'hôtel en bord de route, suffisamment loin pour que la trahison ne me surprenne pas à minuit, mais suffisamment près pour que je puisse prendre mon sac et partir le lendemain matin sans manquer le café. J'ai envoyé un texto à Lisa, « Ne m'attends pas. On se parle demain. » Aucune réponse. Ce soir-là, j'ai regardé les phares se brouiller derrière la vitre mouillée par la pluie et j'ai laissé le poids de 4 ans commencer à glisser de mes épaules. Une couche de ressentiment à la fois. Je n'aurais jamais imaginé qu'aider au devoir d'algèbre,
consoler des égos blessés après des ruptures et payer toutes les dépenses ne représenterait rien de plus qu'une facture d'électricité, facilement déconnectée. Mais j'en avais assez de vivre dans une maison où chaque geste de gentillesse était accueilli avec dédain et où chaque sacrifice était considéré comme acquis. J'ai donc choisi la clarté plutôt que le chaos, le silence plutôt que les disputes, et j'ai quitté la seule famille que j'ai jamais connue pour prouver que le respect de soi, contrairement au chèque de scolarité, ne peut pas être autofinancé. Je me souviens du moment où j'ai décidé de parler, debout sur le seuil de notre chambre, dans la douce chaleur de la nuit, encore accroché au drap où Lisa dormait à moitié, les yeux rivés sur son téléphone. Ma voix était plus ferme que je ne le pensais, comme si je récitais un dialogue plutôt que d'avouer les mots que ma belle-fille m'avait lancés. Maya a dit qu'elle ne m'aimerait jamais. Je le lui ai dit, regardant la lueur de son écran se refléter dans ses yeux. Elle a dit que son père était meilleur que je ne le serais jamais. Je m'attendais à ce qu'elle se redresse, secoue la tête. Crie, pas de ma bouche, mais au lieu de cela, elle a murmuré sans lever les yeux, « Pourquoi es-tu surprise ? N'est-ce pas la vérité ?» Et j'ai tapoté l'écran comme pour balayer mon grief comme une notification que je pouvais ignorer. À cet instant, j'ai réalisé que j'étais un acteur bénévole dans la vie de deux femmes qui refusaient de me voir autrement que comme un simple accompagnateur. J'ai senti mes mains se serrer le long de mon corps. Le souvenir de toutes les factures impayées que j'avais traînées, tous les chèques de scolarité, les courses, les loyers, se mêlait à la douleur de la trahison. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai simplement fermé la porte derrière moi et mon cœur s'est replié sur lui-même, comme si je scellais la part de moi qui croyait encore que ce mariage était un sanctuaire. Cette nuit-là, je me suis allongé auprès de Lisa en silence, lui tournant le dos, face à l'obscurité qui semblait plus sincère que n'importe quelle conversation. J'ai compté les imperfections du plafond, la légère fissure où la peinture s'écaillait, le tourbillon d'une longue tache d'eau séchée, et dans ce silence, j'ai reconnu le vide que j'avais invité dans ma propre vie. Je n'ai pas tant ressenti de chagrin que de détermination se cristallisant en quelque chose de puissant et d'incassable. L'air entre nous était lourd de mots non dits. Excuses, regrets, excuses. Mais je refusais de les fournir. Je refusais de demander pardon. Au lieu de cela, je goûtais à la liberté pour la première fois depuis des années, réalisant que la colère peut être un phare aussi lumineux que l'amour, et que parfois le plus grand acte de respect de soi est le repli silencieux. Tandis que je sombrais dans le sommeil, j'imaginais les factures que j'avais rédigées comme des chaînes invisibles. Chaque dollar était un lien me liant à un foyer qui n'offrait que du mépris en retour. J'imaginais ces liens se briser un à un, le métal revenant au néant jusqu'à ce que je sois libéré. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme régulier de la décision. Je ne perdrais pas un battement de cœur à gagner une loyauté qui ne m'appartenait pas. Lorsque les premières lueurs pâles de l'aube se sont glissées sur le plancher, je me suis levé sans cérémonie, parcourant la maison avec une prudence délibérée. Le vide de chaque pièce me semblait une confession. Pas de photos de notre mariage, pas de dessin que Maya avait scotché au réfrigérateur, pas de témoignage de reconnaissance sur le plan de travail de la cuisine. Seul mon silence remplissait les espaces où aurait dû se trouver la reconnaissance. J'ai pris une grande inspiration et me suis dirigé vers le bureau où l'ordinateur portable ronronnait en mode veille, posé sur le bureau que j'avais déplacé pour soutenir les cours en ligne de Lisa. Les doigts tremblants, je me suis connecté et j'ai modifié tous les mots de passe, email, compte bancaire, service de streaming, afin que les preuves de mes contributions existent toujours, mais ne portent plus mon nom. Ce n'était pas une punition. C'était une clarification. Je me suis arrêté devant la photo encadrée sur la cheminée, celle de notre lune de miel. Le sourire radieux de Lisa, Maya à ses côtés, tenant la main de son père. Je me souvenais de ce jour comme d'un jour d'espoir, de la conviction que je pouvais être l'homme dont ils avaient besoin. Maintenant, je posais le cadre face cachée sur l'étagère, le cachant à la vue, mais sans le jeter complètement, car la mémoire n'est pas forcément synonyme de destruction. Je refusais tout simplement de vénérer les fantômes plus longtemps. Plus tard, j'ai fait un sac dans le placard, plié assez de vêtements pour une semaine et glissé dedans mon livre préféré, celui que Lisa appelait en plaisantant mon plan d'évasion, bien que je ne l'ai jamais utilisé comme tel jusqu'à présent. Je la fermais avec une détermination sereine, comme si chaque clic était un battement de cœur marquant ma nouvelle résolution. Je laissai un mot sur son oreiller, « Ne m'attends pas. On se parlera quand on sera prête », et le glissai sous son oreiller. Je restai un moment dans l'embrasure de la porte, scrutant les courbes de son corps au repos et le doux souffle de sa respiration, le rythme d'une femme inconsciente de la profondeur de sa blessure envers l'homme assis à côté d'elle. À la table de la cuisine, je me servis une tasse de café,
la vapeur s'échappant comme une question. Étais-je en train de faire une erreur? La réponse me vint avec une pointe d'amertume. J'avais essayé pendant 4 ans de remplacer le rôle laissé vacant par un homme que Maya ne cesserait jamais d'aimer, et j'avais échoué non pas par manque d'effort, mais par manque de permission. Peu importe le nombre de factures que je payais, peu importe le nombre de leçons sur la responsabilité que je donnais, je restais étrangère à leur chagrin. La vérité me blessait autant que la confession murmurée de Lisa. Je n'étais pas censé appartenir à une famille. J'ai appelé mon avocat, Jared, et lui ai parlé d'un ton calme et mesuré. Je veux une rupture nette. Pas de pension alimentaire, pas de problème de garde. Je ne cherche pas le drame, juste une conclusion. Sa voix était un ancrage solide, proposant des documents et des échéances sans jugement. Je l'ai remercié et j'ai raccroché, sentant les derniers doutes se dissiper comme s'ils n'avaient jamais existé. À midi, j'étais dehors, le léger clic derrière moi résonnant comme la fin d'un chapitre. J'ai porté mon sac sur l'épaule et n'ai jeté qu'un seul coup d'œil en arrière, scrutant le côté de la maison où j'avais essayé de fonder une famille. Je n'ai pas fait signe de la main, je n'ai pas appelé. Je me suis simplement retourné et je suis parti, chaque pas allégeant le poids qui pesait sur ma poitrine. La lumière du soleil me réchauffait le visage, et à chaque respiration, je savourais la promesse d'une vie libérée du ressentiment. Je ne savais pas de quoi demain serait fait, ni si Lisa appellerait, ni si Maya comprendrait trop tard l'homme qu'elle avait perdu. Mais tandis que je descendais le trottoir, la frontière étroite entre sacrifice et respect de soi s'estompa. J'en avais assez de prouver ma valeur aux fantômes et aux sceptiques. J'entrais dans un avenir défini non par l'approbation des autres, mais par mes propres convictions. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti véritablement libre. Le lendemain matin, j'ai traversé la maison comme si j'étais déjà une étrangère, empruntant des chemins familiers avec un calme détaché qui m'a surprise moi-même. La lumière du soleil filtrait à travers les stores et les rayures dorées sur le parquet, et je n'éprouvais ni nostalgie ni regret, seulement une étrange sensation de clarté. J'ai commencé par la cuisine, où la cafetière était à moitié en train de préparer le café de la veille, et j'ai attrapé mon téléphone. Mon pouce a survolé l'écran. Tandis que j'ouvrais l'application mobile de notre opérateur téléphonique. Sans hésiter, j'ai appuyé sur « Gérer les lignes », j'ai sélectionné le numéro de Lisa et j'ai appuyé sur « Annuler le service ». Un bip de confirmation retentit et j'expirai lentement, le poids de 4 années de factures de téléphone portable s'allégeant comme un fardeau caché. Ensuite, j'appelai la société de carte de crédit de maman. Son nom figurait toujours sur mon compte joint. Bien qu'elle fût devenue indépendante, elle avait refusé de le confirmer. L'agent me demanda mes informations de vérification, et je les lui donnai d'une voix ferme. Oui, je souhaite clôturer cette carte avec effet immédiat. Le poli, puis-je vous aider en quoi que ce soit, résonna dans ma poitrine longtemps après avoir raccroché. En traversant le salon, je remarquai les photos encadrées perchées sur la cheminée. Des images d'anniversaire, de remises de diplômes et de vacances censées nous unir. Je pris chaque cadre et le retournai face cachée, en prenant soin de ne pas briser le verre. Là, au-dessus de la télévision, était accroché un collage des œuvres de Maya, une aquarelle d'un coucher de soleil, un croquis au graphite de son chêne préféré, un coffre à espoir griffonné avec l'inscription « Avenir ». Je ne les arrachai pas du mur. Au contraire, je les ai laissés subsister, témoignage silencieux d'un amour que j'avais offert sans jamais le réclamer. Je n'avais pas besoin de détruire leurs souvenirs pour retrouver le mien. Dans le bureau, j'ai trouvé le dossier contenant des reçus et des relevés de compte, des années de course, les frais de cours en ligne et les paiements trimestriels des frais de scolarité. Chaque feuille portait ma signature, témoignage d'un dévouement sans faille. J'ai rassemblé les papiers en une pile ordonnée et les ai placés dans une enveloppe adressée à Lisa. Les archives de mes contributions, au bas de la pile, lorsqu'une seule page de mon choix, tapée dans « Courrier », savait que ces transactions étaient clôturées. Merci de votre compréhension. J'ai laissé l'enveloppe sur son oreiller pour qu'elle la découvre plus tard, après ma disparition de ses habitudes. J'ai ouvert la porte de mon placard et examiné les étagères de vêtements pliés serrés. J'avais autrefois étiqueté les chemises, bureau, décontracté, et, week-end, afin d'organiser chaque aspect de ma vie pour plus d'efficacité. Aujourd'hui, j'ai rempli une valise avec les vêtements d'une semaine. Un pantalon neutre, des chemises blanches impeccables, le pull gris que j'avais porté pour notre premier anniversaire. Je savais que je ne reviendrais pas avec ce vêtement. Au fond du placard se trouvait l'ordinateur portable que j'utilisais pour regarder nos séries préférées et passer des appels vidéo à Maya lorsqu'elle était malade.
Je l'ai débranché et placé dans une boîte séparée pour les dons. Je me suis arrêté un instant, la main sur la fermeture éclair, et j'ai ressenti une pointe de désespoir, mais elle a vite été remplacée par le réconfort de la certitude. J'ai traversé le couloir jusqu'à la salle de bain des enfants, où, malgré les graffitis occasionnels de Maya, j'avais rempli le placard de son shampoing et de son gel douche, et où j'étais resté éveillé pour apaiser sa fièvre. J'ai retiré chaque flacon avec une précision mécanique, les ai alignés sur le comptoir et essuyé l'étagère. La salle de bain serait désormais à elle seule, vierge de ma présence. Dans la chambre d'amis, le bureau que j'avais transformé en chambre d'amis pour les visites de la famille. J'ai retiré le paillasson et retiré le linge de rechange que j'avais acheté au cas où le père de Maya déciderait de se réconcilier. Les draps soigneusement pliés dans ma valise, comme si chacun représentait un espoir inexprimé dont je n'avais plus besoin. Dans le salon, j'ai trouvé la télécommande Netflix et j'ai appuyé sur le bouton menu. J'ai accédé aux paramètres du compte et choisi de me déconnecter de tous les appareils. J'ai regardé la barre de progression se remplir, engloutissant mon profil et mon historique de visionnage comme pour effacer toute trace de ma participation à leur rituel nocturne. La lumière ambiante de la télévision s'est éteinte, pour la première fois, j'ai senti la résonance du silence, un silence que j'avais autrefois redouté, mais que j'aspirais désormais à retrouver. Avant de partir, j'ai traversé lentement l'appartement une dernière fois. Je me suis placé devant le miroir de l'entrée et j'ai examiné mon reflet. Les épaules carrées, le regard clair, les fines rides au coin de ma bouche adoucies par le soulagement. J'ai mis la main dans ma poche et j'ai sorti le mot que j'avais écrit à Lisa la veille au soir. Ne m'attends pas. On se parle demain. Et je l'ai glissé dans la poche de mon blazer, me remémorant la première fois que j'avais franchi cette porte en tant que mari et beau-père. J'ai fermé l'armoire à glace et glissé la clé dans mon sac. Dans le couloir, je me suis arrêté et me suis retourné, apercevant la photo encadrée de notre lune de miel, face contre terre, au-dessus du micro-ondes. J'ai repensé aux promesses que nous nous étions faites, aux rêves d'une famille recomposée, et je me suis permis un bref signe d'adieu silencieux. Il n'y avait ni colère, ni amertume, seulement la compréhension que ma présence était devenue un service gratuit, et que rester équivaudrait à consentir à mon propre effacement. J'ai refermé la porte derrière moi sans un clic, comme si la serrure avait reconnu mon départ et décidé de rester intacte. Dehors, l'air matinal était vif, chargé d'un léger parfum de rosée et d'herbes fraîchement coupées. J'ai pris une grande inspiration, sentant l'oxygène envahir l'espace que j'avais laissé dans ma poitrine. Je me suis dirigé vers ma voiture, chaque pas résonnant sur le trottoir comme une ponctuation dans l'histoire que j'avais terminée. En me glissant au volant, j'ai jeté un dernier coup d'œil au bâtiment où je m'étais tant donné dans l'espoir de construire ma vie. J'ai démarré le moteur et laissé le ronronnement sourd du moteur vibrer en moi, m'ancrant dans le présent. Puis, sans me retourner, j'ai rejoint la route principale, reconnaissant que la désactivation m'ait apporté plus que la liberté. Elle m'avait apporté la paix. J'arrivais au bureau avant que les premières lueurs de l'aube n'atteignent l'horizon. Le silence du parking vide renforçait le sentiment d'accomplir une mission avec une précision chirurgicale. Dans ma main, une tasse de café noir, sans sucre ni crème, une offrande à la journée qui allait marquer le tournant le plus décisif de ma vie. Le bâtiment se dressait tel une sentinelle silencieuse, sa façade de verre reflétant la faible lueur des lampadaires et la faible promesse du matin. J'y suis entré, j'ai glissé ma carte et je suis monté au 14e étage où mon nom était inscrit sur la plaque de la porte, à côté du titre que j'avais gagné au fil des années de nuit blanche et de concentration inébranlable. Aujourd'hui, ce titre ressemblait moins à une identité qu'à un uniforme que j'étais prêt à quitter. Le bureau était caverneux, conçu pour impressionner les clients, avec son parquet ciré et ses fauteuils en cuir qui portaient l'empreinte douce des négociateurs qui avaient dansé sur ces surfaces polies avant moi. Je m'installai dans mon fauteuil, me penchai en avant et posai mon café sur le bureau. Il fumait dans la pénombre, son arôme vif et franc. Mon téléphone était posé à côté. Il hurlait d'obscurité, comme s'il attendait que je le réveille sous la gravité de mes intentions. Je fermai les yeux un instant, me remémorant la conversation de la veille. Le ton dédaigneux de Lisa, le poids de ses mots flottant entre nous comme de la fumée. N'était-ce pas la vérité? Dans le couloir pénombre de notre chambre, j'avais senti quelque chose se briser en moi, un passage cristallin de l'espoir à la résolution. J'ouvris les yeux, appuyai sur le bouton marche-arrêt du téléphone et composai le numéro de Jared Sloan. Son accueil était aussi mesuré que d'habitude, professionnel mais suffisamment chaleureux pour amortir le choc que j'allais lui infliger. Jared, dis-je d'une voix assurée. Je dois rédiger les papiers pour une rupture nette.
Je n'hésitais pas, seulement avec la certitude tranquille d'un homme qui savait précisément ce qu'il voulait. Il posa les questions habituelles, état civil, patrimoine, si je prévoyais une contestation. J'ai répondu à chacune avec une clarté précise. Pas de pension alimentaire, pas de litige pour la garde des enfants. Je veux renoncer à tout ce qui était lié à ce foyer, jusqu'au service d'abonnement. Tandis qu'il parlait, je sentais le poids de chaque dollar dépensé fondre de mes épaules, comme si chaque transaction était une chaîne qui se dénouait. Lorsqu'il conclut, il promit de m'envoyer les formulaires par email avant midi et de nous fixer un rendez-vous la semaine suivante pour la signature. Je le remerciai, raccroché et posai le téléphone comme si je remettais la dernière pièce d'un puzzle à sa place. La tâche suivante était logistique, trouver un endroit où loger sans trahison, un refuge qui ne ressemblerait ni à un hôtel ni à une salle d'interrogatoire. J'ouvris mon ordinateur portable, tapai « hôtel en bord de route près de chez moi » et parcourus les résultats jusqu'à en trouver un avec des avis positifs et une politique d'annulation qui ne me liait pas. Je réservai une chambre modeste pour les 3 prochaines nuits, suffisamment luxueuse pour me rassurer sur le fait que je ne me punissais pas, suffisamment minimaliste pour me donner l'impression d'être temporaire. En confirmant la réservation, l'email de confirmation joyeux du réceptionniste apparut sur mon écran, et je m'autorisai un léger sourire, savourant la douceur de l'autonomie. En milieu de matinée, le bureau s'éveillait autour de moi. Les téléphones sonnaient, les collègues se traînaient sur leurs chaises, le bourdonnement lointain de la machine à café dans la salle de pause. Pour tous les autres, j'étais le même cadre fiable qui arrivait tôt et partait tard, absorbé par les affaires et les prévisions trimestrielles. Mais je portais un secret qui faisait battre mon cœur. Je démantelais une vie qui m'avait autrefois définie, brique par brique, facture par facture, l'émotion par mes épaules moites et mes paroles étouffées. Je ne ressentais aucune culpabilité, seulement le bourdonnement constant d'une résolution. À 11 heures, je me suis fait suivre le PDF de l'invitation à la réunion de Jared, intitulé « Accord de règlement ». J'ai parcouru les clauses, renonciation à la pension alimentaire, partage des biens communs, décharge de responsabilité. Chaque paragraphe ressemblait à un renvoi de fantôme, un siège éjectable officiel pour tout ce qui m'enchaînait à un mariage de convenance. J'ai surligné les sections nécessitant ma signature et mon paraphe, satisfait par la précision de l'encre bleue dans les champs numériques. D'un dernier clic, je l'ai envoyé à ma propre adresse email, marquant cet acte de la somnolence d'un vœu. Lorsque midi a sonné, je me suis levé de mon bureau, j'ai pris ma veste et j'ai quitté le bureau avec la confiance désinvolte d'un homme qui a des choses à faire. L'énergie de la ville m'a accueilli. Les banlieusards se pressaient sur les trottoirs. Les voitures klaxonnaient. L'odeur des plats du jour émanait des chariots de nourriture. Je me dirigeais vers ma voiture. Chaque pas résonnait dans mon esprit comme une affirmation. C'est ma vie. C'est mon choix. C'est mon plan de sortie. J'ai passé l'après-midi à boucler des boucles. Répondre à quelques courriels non urgents, demander à un assistant de décaler mes appels de l'après-midi au mardi, laisser des instructions pour assurer ma couverture en mon absence. Chaque délégation me semblait comme un verrou supplémentaire qui allait bientôt me libérer. Je m'arrêtai devant une photo de famille encadrée sur le bureau de mon responsable, sa femme et ses enfants souriant sur une plage au coucher du soleil, et ressentis une pointe d'envie devant la simplicité de sa joie. Mais je refusai de m'apitoyer sur mon sort. Au lieu de cela, je lui tapai sur l'épaule, lui expliquai que je serais sans le sou pendant quelques jours et lui souhaitai bonne chance avec une chaleur sincère qui le surprit. De retour à mon bureau, j'imprimai des cartes d'embarquement pour ma voiture, pour mon avenir, pour le départ définitif du monde que j'avais connu. Je les glissai dans la poche de mon blazer et ressortis. Le soleil de fin d'après-midi teintait le ciel de reflets roses et ambrés. La brise fraîche caressait mon visage comme une promesse tacite mais profondément ressentie. Bientôt, je ne serais plus l'homme qui payait leurs factures, mais celui qui prêtait attention à son propre cœur. En quittant le centre-ville, le paysage urbain cédait la place à des autoroutes bordées de chênes et de pins, et je sentais la tension se dissiper de mes articulations, de la douleur dans mes épaules, de la petite mâchoire qui me rongeait. Je me souvenais de ma première rencontre avec Lisa, de son sourire rayonnant d'espoir, et je me demandais si j'avais été naïf de croire que je pourrais reconstruire une famille sans être pleinement accepté. Mais cette question avait perdu de son importance. J'avais réécrit le plan de ma vie, et il n'y avait pas lieu de s'excuser. Je me suis enregistré à l'hôtel en bord de route au crépuscule, sous les néons du hall bourdonnant au-dessus de ma tête. Le réceptionniste m'a tendu une carte clé et m'a offert une bouteille d'eau, petites attentions que j'ai acceptées avec gratitude.
Le couloir sentait vaguement la lavande et les regrets des précédents hôtes. Je trouvai ma chambre. Une décoration simple, un lit queen size aux draps blancs immaculés, un bureau près de la fenêtre. Donnant sur un tronçon d'autoroute qui menait à la fois nulle part et partout. Je posai mon sac sur le lit, m'assis sur une chaise et fermai les yeux. Dans le silence, je ressentis un soulagement profond, le frémissement inimitable d'un homme se réappropriant sa propre histoire. Plus chevalier d'un roi fantôme, plus banquier d'un amour non restitué. J'étais l'auteur de mes jours. Et ce plan était ma déclaration d'indépendance. J'expirai, ouvris la fenêtre juste assez pour laisser entrer l'air nocturne, et laisser le grondement lointain de la circulation m'apaiser dans un sentiment de possibilité. Demain, je signerai les papiers. Demain, je rendrai la clé. Mais pour ce soir, j'étais simplement là, éveillé et vivant, au point de départ d'une vie redessinée de ma propre main. Je suis rentré à l'aube, le ciel encore légèrement teinté de sa douce rougeur d'avant l'aube, et j'ai trouvé Lisa debout dans l'embrasure de la cuisine, emmitouflée dans son peignoir, serrant contre elle une tasse fumante du premier café du matin. Ses yeux, injectés de sang par un sommeil interrompu, se sont écarquillés en me voyant. Je tenais mon sac de voyage d'une main, sa toile usée et froissée par l'usage, la fermeture éclair scintillant comme une promesse tacite de départ. Je suis passé devant elle sans hésiter, chaque pas mesuré comme si je traversais un florilège de souvenirs que j'avais déjà décidé de laisser derrière moi. J'ai pénétré dans la chambre où notre vie commune était pliée et rangée. Des chemises alignées dans le placard, des chaussures rangées avec style, un pantalon soigneusement repassé drapé sur la chaise que j'avais revendiquée comme mienne. J'ai posé le sac sur le lit et j'ai commencé à faire mes bagages avec une précision calme. Pliant les chemises le long des coutures, roulant les jeans pour gagner de la place, enfilant chaussettes et sous-vêtements comme si chaque vêtement était un tremplin vers l'indépendance. Le peignoir de Lisa flottait derrière elle tandis qu'elle la suivait, la voix hésitante. Sérieusement, tu pars à cause de ce que maman a dit. Je marquai une pause, le dos tourné, lissant du bout des doigts le pli d'une chemise blanche impeccable. Ce n'est qu'une gamine, dit-elle, incorporant le mot « gamine » à une condescendance déchirante. Je glissai la chemise dans mon sac et me tournai vers elle, par-dessus le couvre-lit, la lumière matinale caressant la courbe de ses épaules. « Et ce que tu as dit ?» demandai-je d'une voix douce mais ferme. Son visage se vida lorsqu'elle ouvrit la bouche pour parler, puis la referma sans prononcer un mot. Le silence plana entre nous, plus lourd que n'importe quelle confrontation. J'ouvris un compartiment pour récupérer ma trousse de toilette, une modeste pochette en cuir qui m'avait accompagné lors de mes voyages d'affaires et de mes escapades de week-end. À l'intérieur se trouvait l'essentiel, un rasoir et de la mousse à raser, une brosse à dents et du dentifrice, du déodorant et un petit flacon d'eau de Cologne que je n'avais jamais porté en sa présence. Je les rangeai méthodiquement, les disposant comme si chaque objet représentait un fragment de moi-même que je souhaitais préserver. Elle m'observait, les bras croisés, les lèvres pincées, tremblant de frustration, et je soupçonnais une pointe de regret. Après avoir refermé la pochette, je la plaçai sur mes vêtements pliés et refermai le sac. Je pris ma veste dans le placard et la passai sur un bras. Je suis le père de cette fille depuis plus longtemps que son vrai père, dis-je en posant la veste et en croisant le regard de Lisa. J'avais tout payé, tout donné, et pourtant j'étais traité comme une étrangère. Ses yeux s'emplirent de larmes qu'elle refusait de verser. Et j'éprouvai une brève pointe de compassion pour la femme qui avait cru en nous, qui avait un jour souri à notre avenir avec espoir. Mais cet espoir était parti, étouffé par l'indifférence et un mépris inexprimé. Je me penchai en avant, pris mon sac, la lanière de cuir entaillant ma paume, et le passai sur mon épaule. Sans un mot de plus, je la dépassai et sortis. Le couloir sentait vaguement l'eau de Cologne de leur père, le fantôme persistant d'un homme dont le souvenir avait eu plus de poids dans la maison que ma présence réelle. Je m'arrêtai sur le perron, la main sur la poignée de la porte, et regardai derrière moi. Lisa se tenait dans la lumière matinale, sa robe ondulante comme emportée par une brise que je ne sentais pas. Je relevai le menton et adressai un léger signe d'adieu, un geste dénué d'amertume mais chargé de finalité. Puis je descendis, la porte claquant doucement derrière moi, scellant le chapitre de ma vie dans cette maison. Le trajet jusqu'à mon nouvel appartement fut silencieux, la route glissante à cause des averses nocturnes qui laissaient le monde miroiter sous le soleil matinal. Mon sac reposait sur le siège passager, lourd du contenu d'une vie que je choisissais de reconstruire. Je me garai devant un modeste immeuble en briques, à la façade soignée mais sans prétention, et y transportai mes affaires. Le portier me salua d'un hochement de tête, inconscient du poids émotionnel que je portais.
J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 5e étage où la gérante de l'immeuble m'a remis une clé en argent. « Bienvenue chez vous », a-t-elle dit avec un sourire d'essai. J'ai réussi à la remercier poliment, ma voix s'étant emparée de l'inconnu du mot. « Chez vous ». L'appartement était petit mais débordant de potentiel. Une cuisine compacte avec des meubles blancs, un séjour pouvant accueillir un canapé et une bibliothèque, un coin nuit séparé par une porte coulissante, et une salle de bain carrelée d'un bleu frais. J'ai posé mon sac par terre et l'ai dézippé, révélant son contenu soigneusement plié. J'ai déballé lentement, glissant mes chemises dans le placard, rangeant mes jeans dans un tiroir, doublant mes chaussures sur le petit porte-chaussures. Chaque objet a trouvé sa place sans cérémonie, comme si j'assemblais les pièces d'un puzzle pour créer un nouveau design. Je suis allé dans la cuisine et j'ai rempli la cafetière, ce rituel familier m'apaisant. L'arôme riche m'enveloppait, et j'ai versé une tasse, la tenant à deux mains comme un trésor fragile. Je l'ai portée jusqu'à la fenêtre, qui donnait sur une cour où Ivy grimpait au mur, et sur un banc solitaire, vide, sous un chêne. Cette vision m'a rappelé Maya dans les bras de son père, en sécurité et adorée, et j'ai ressenti une douleur atténuée par la certitude de ne pas pouvoir sauver une relation qui ne m'avait jamais vraiment appartenu. Après une longue gorgée de café, j'ai posé la tasse dans l'évier et ouvert mon ordinateur portable pour confirmer que le plan financier de Ma avait été résilié. La réponse automatique de l'université est arrivée. Votre demande a été traitée. À compter de maintenant, aucun autre paiement ne sera accepté sur ce compte. J'ai fermé l'email. Et expiré, sentant le dernier maillon de la responsabilité se dissoudre. J'ai repensé à la voix de Lisa lorsqu'elle m'a confronté à mon bureau, à son argument selon lequel Maya était dévastée, à son appel à l'empathie, et j'ai compris que l'empathie doit être à double sens, sinon ce n'est pas de la gentillesse du tout. J'ai posé l'ordinateur portable et me suis dirigé vers le canapé, m'enfonçant dans ses coussins comme si je m'enfonçais dans la douce étreinte du possible. J'ai frotté mes tempes, sentant la tension de 4 ans à se détendre lentement. Pour la première fois, je n'ai pas été défini par des obligations ou des ressentiments. J'ai été défini par l'espace que je m'avais taillé pour moi-même. J'ai fermé les yeux et laissé le calme me balayer, un silence que j'avais craint, mais maintenant vénéré. Plus tard dans l'après-midi, j'ai appelé un ami, Moni, que j'avais rencontré des mois auparavant dans un café. Son rire avait été comme la lumière du soleil traversant les nuages, et j'ai réalisé à ce moment-là à quel point j'avais manqué de la chaleur authentique. Et dis-je quand elle a répondu, ma voix plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Elle m'a accueilli avec sa gentillesse préjudiciable habituelle, et je lui ai dit que j'avais emménagé dans un nouvel endroit. Elle a demandé des détails et j'ai décrit l'appartement avec un enthousiasme surprenant. Elle s'est invitée à le voir et je me suis convenu sans hésitation. Alors que je raccrochais, j'ai regardé autour du salon vide. La lumière de l'après-midi tournant les murs dorés. La valise est toujours déballée dans le coin, attendant son prochain voyage. Je m'imaginais ici dans des mois. Rire remplissant l'espace, l'art sur les murs, un livre ouvert sur la table basse. La pensée m'a rempli d'une chaleur que j'avais oublié existait. Cette nuit-là, j'ai préparé mon premier repas dans la nouvelle cuisine. Pâtes jetées avec de l'huile d'olive, de l'ail et une poignée de basilic frais. Simple, sans prétention, entièrement ma propre création. J'ai mangé au comptoir de la cuisine, savourant chaque bouchée tout en regardant le coucher de soleil peindre le ciel dans des teintes de rose et de violet. Pour la première fois, je me sentais vraiment présent dans ma propre vie. Sans fardeau qui m'avait alourdi, j'ai réalisé que la libération ne réside pas dans des gestes dramatiques ou des mots durs. Il vit dans la récupération régulière des jours qui appartenaient autrefois à d'autres. Lorsque j'ai lavé la vaisselle et éteint les lumières, je me suis arrêté à la fenêtre et j'ai regardé le banc de la cour sous le chêne. Le monde s'étendait vite et inexploré devant moi, et j'ai compris que les bagages peuvent transporter plus que des vêtements. Il peut transporter des espoirs, des souvenirs, des leçons apprises et les outils nécessaires pour construire un nouveau. Je m'éloignai de la fenêtre et ferma la porte de l'appartement derrière moi. Et dans ce simple acte, j'ai ressenti la finalité du départ et le frisson de la possibilité converger. Pour la première fois depuis que je me souvienne, j'ai dormi sans rêve d'excuses ou de regrets. Ce n'est qu'avec la conviction silencieuse qu'en choisissant de moi-même, j'avais découvert la forme d'amour la plus vraie. Se déplacer dans mon nouvel appartement avait l'impression d'entrer dans une nouvelle toile, les murs non marqués par les attentes et l'air croustillant avec possibilité. J'ai porté la dernière boîte de mes affaires à l'intérieur, des livres que je n'avais pas reliés, une petite stéréo, quelques photographies encadrées d'amis, et je les placés par la fenêtre du salon.
Je m'arrêtai pour considérer le nombre de matins que j'avais réveillés dans une maison qui ne m'appartenait jamais vraiment et combien j'avais passé vraiment à la maison. J'ai secoué la pensée et tourné mon attention vers des questions plus immédiates. Confirmation officielle que les frais de scolarité de Mia avaient cessé. J'ai ouvert mon ordinateur portable au petit bureau dans le coin, j'ai exploité un courrier électronique rapide au bureau du boursier du collège et, en quelques instants, a reçu leur réponse automatisée. Votre demande d'arrêt des paiements a été traitée. Effectuez immédiatement, aucun autre paiement ne sera accepté sur ce compte. J'ai fermé le message et ressenti une légèreté dans ma poitrine comme si la dernière attache me liant à ces 4 années avait finalement été coupée. J'ai décidé de faire face aux retombées inévitables avec une conviction calme. Mon téléphone a bourdonné avant la fin de la journée et j'ai vu le nom de Lisa à l'écran. Je n'ai hésité qu'un instant avant de répondre. « Vous avez appelé mon bureau ?» demanda-t-elle, sa voix tendue. « Vous n'avez pas pensé à nous avertir ?» Je me suis penché en arrière sur ma chaise, prenant le côté de la bibliothèque à moitié déballé dans la plante verte joyeuse que j'avais placée sur le rebord de la fenêtre. J'ai envoyé un email au collège. Leur réponse a été immédiate. J'ai dit, vous avez eu toutes les occasions de vous préparer. Une pause. Puis Ma est dévastée. Dit-elle, plus douce maintenant, comme si la colère initiale s'était transformée en quelque chose de plus demandeur. Ses cours sont gelés. Elle perd des bourses. Je laisse ces mots pendre, et quand j'ai parlé à nouveau, c'était avec un calme mesuré. Elle a dit qu'elle ne m'aimerait jamais, que son père était meilleur. J'ai répondu en conséquence. Si son père se soucie si peu qu'il ignorait ses difficultés, peut-être que mon absence le incitera à ouvrir les yeux. Un bord de panique s'est glissé dans son ton. Vous ne pouvez pas simplement la laisser tomber comme ça. Elle a besoin de toi. J'ai souri à l'absurdité de rester pour remplir un rôle que je n'ai plus apprécié. J'ai fait ma part, j'ai répondu. Maintenant, le reste en est à eux. Elle soupira et j'ai entendu le claquement lointain des plats. Elle a dû passer l'appel de chez lui. N'y avez-vous pas quelque chose que vous pouvez faire? Elle a plaidé. Une mesure à mi-chemin. J'ai secoué la tête même si elle ne pouvait pas me voir. Mes services ne sont plus à vendre. En fin d'après-midi, j'ai senti que les émins familiers de la résolution se renforcent en quelque chose de soulagement. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis entré sur le balcon, respirant la brise chaude qui portait la légère parfum de jasmin fleuri du jardin d'un voisin. Ci-dessous, j'ai aperçu un couple marchant main dans la main. Une scène simple de partenariat qui a autrefois suscité l'envie, mais qui se sentait maintenant comme une promesse que j'aurais finalement obtenue un jour. Ma cellule sonnait à nouveau, cette fois, c'était le numéro de Maya. Je me suis détourné de la balustrade et j'ai répondu, me volant pour le récrimination. « Êtes-vous conscient que vous avez ruiné ma vie ?» Elle a exigé avant de pouvoir parler. Sa mâchoire sonnait fermement, sa voix fragile. J'ai eu des bourses alignées, des logements garantis, et maintenant tout est parti parce que vous avez décidé de me punir. Mon cœur s'est serré à la mention de son avenir, aux longues nuits d'études, aux larmes sur les rapports de laboratoire, le fier sourire qu'elle portait quand je lui ai dit que je croyais qu'elle pouvait tout faire. Mais je l'avais aimée du mieux que je pouvais, et elle avait choisi la mémoire d'un autre père sur moi. Je suis désolé, dis-je tranquillement. J'espérais que mes actions rappelleraient à votre père qu'il a des responsabilités au-delà de la nostalgie. S'il s'intensifie maintenant, il saura que vous avez besoin de lui autant que moi. A tellement fait irruption dans son défi, et pendant un moment, je pensais qu'elle pourrait se décomposer entièrement. Elle a récupéré rapidement, cependant, son ton glacé. Ne jouez pas au conseiller. Vous ne vous en souciez pas. La ligne est devenue morte avant de pouvoir répondre. J'ai fermé les yeux et expiré, le pouls de mon temple palpitant avec le poids des mots échangés. Ce soir-là, je me suis rendu au marché du coin, déterminé à acheter des produits d'épicerie pour stocker ma cuisine pour la semaine. J'ai choisi des légumes et une coupe de viande, de pâtes et de sauces, des articles qui me nourriraient et me rappelleraient à quel point la cuisine pourrait être un acte de soin personnel plutôt qu'une obligation. À la caisse, le greffier a demandé si j'étais nouveau dans le bâtiment. J'ai hoché la tête et souri, admettant que je venais d'emménager. Elle m'a dit que le propriétaire avait organisé un petit événement accueillant vendredi et a invité tous les locataires. Encouragé, je l'ai remercié et repris mon sac dans les couloirs silencieux à ma porte. À l'intérieur, j'ai déballé méthodique l'épicerie, plaçant chaque élément sur le poêle ou dans le réfrigérateur comme si ces soins délibérés pouvaient coudre de nouveaux souvenirs sur les murs.
J'ai bouilli de l'eau pour les pâtes tout en sautéing de l'ail et des oignons, les arômes tissant dans la pièce comme le confort lui-même. J'ai mangé seul au comptoir, savourant chaque bouchée, remarquant comment les saveurs semblaient plus riches lorsqu'elles étaient consommées sans fond de désapprobation ou d'indifférence. Après le dîner, j'ai lavé la vaisselle et les ai laissés sécher sur le rack, en regardant mon reflet dans le volet de fenêtre. J'ai à peine reconnu l'homme souriant en arrière, les yeux clairs, la posture détendue, la tension de 4 ans diffusant dans les plis de ses épaules. Je me suis recroquevillé sur le canapé avec un livre que je voulais lire dans une tasse de thé, laissant la soirée tranquille me bercer. Lorsque mon téléphone a de nouveau bourdonné, j'ai envisagé de l'ignorer, mais j'ai vu un nouvel email au lieu d'un autre appel. La ligne d'objet disait « Aide à l'inscription ». C'était de l'assistant du cabinet d'avocat du père de Maya le copirant sur le message. J'ai organisé une réunion avec le bureau de l'amorçage pour lundi matin, a-t-elle écrit. Veuillez confirmer si vous y assisterez. Mon pouce est accéléré à l'idée de reculer dans la mêlée. Pendant un moment, j'ai ressenti l'ancienne envie de me précipiter et de prendre le contrôle, de gérer les détails et de la sauver de tous les retombées, mais j'ai résisté. J'avais joué ce rôle assez longtemps. J'ai tapé une brève réponse. Merci. Je ne participerai pas. Toute autre correspondance devrait passer par Monsieur Langford. J'ai appuyé sur Send et j'ai regardé le message disparaître dans l'éther numérique. Une ponctuation finale. J'ai propulsé l'ordinateur portable et étiré, sentant les heures de tension céder la place à une accalmie de satisfaction. Je me tenais près de la fenêtre une dernière fois, regardant le paysage urbain, scintillant contre le ciel nocturne, une tapisserie de vie se déroulant, chaque fenêtre une histoire à part. J'ai réalisé à quel point il est facile de disparaître à partir d'une histoire et d'en commencer une autre, ne portant que les leçons apprises et laissant les chapitres qui ne nous servent plus. Je me détournai et me dirigeai vers ma chambre, glissant sous les couvertures et fermant les yeux, le silence de mon propre choix d'une berceuse plus apaisante que toutes les excuses ou explications. Demain apporterait de nouveaux défis, des appels peut-être ou des questions difficiles des voisins. Mais ce soir, j'ai dormi en sachant que l'argent s'était arrêté, et avec lui le lien injuste qui m'avait défini, et sa place est devenue quelque chose de plus stable, une pièce née de frontières honorées et de respect de soi récupéré. Le lendemain matin, la lumière du soleil a coulé à travers mes stores alors que je m'installais à mon bureau avec une tasse de café fraîche, prête à s'attaquer aux emails de la journée, personnels et professionnels. Mon téléphone a bourdonné avec insistance contre le bois dur et j'ai vu le numéro de Mia éclairer l'écran. Je me suis préparé et j'ai répondu avant qu'il ne puisse aller à la messagerie vocale. « Tu as vraiment tout laissé tomber ?» a-t-elle exigé, la voix serrée comme une corde d'arc dessinée. « Et mon avenir ?» J'ai plié mes mains sur le bureau et j'ai rencontré le mur de sa colère hidon. « J'ai payé vos frais de scolarité, votre téléphone, votre streaming, » ai-je dit, rappelant les piles de factures sur lesquelles j'étais signé. « Vous avez rejeté tous les efforts. » J'agis en nature. Sa réplique a été rapide. « Mon vrai père ne ferait jamais ça. » J'ai tenu le silence assez longtemps pour que le poids de son accusation s'accrochait dans les airs. Puis l'appelé, j'ai répondu, et la ligne est devenue morte. Je fixais l'écran noir, ressentant la douleur familière de la déception qui est venue à la fin de ces versions. Était de la famille, nous avons tous deux été vendus. Ouvert, attendant des remords en larmes ou un PL désespéré. De textes défilaient sous mes yeux. Demi-excuse, demi-culpabilité. Elle a écrit sur la façon dont elle s'était sentie abandonnée par la mort de son père et comment j'avais intervenu, seulement pour disparaître quand elle avait le plus besoin de moi. Elle a raconté tard les nuits en pleurant sur des documents de recherche et comment elle m'a fait confiance pour être plus qu'un compte bancaire. Les mots ont ricoché entre blessés et accusations, chaque phrase une offre pour mon pardon, ou du moins mon attention. J'ai ressenti l'ancienne traction, l'envie de taper impatient et de réponses raisonnées, de revenir dans notre histoire commune et de ramasser les pièces. Mais je me souvenais à chaque fois que j'essayais de combler le gouffre entre nous et je n'ai reçu que du silence ou du mépris en retour. J'ai regardé le curseur clignotant, le vaste espace blanc d'une réponse en attendant ma justification. J'ai pensé au chèque que j'avais écrit, aux règles que j'avais appliquées, au dîner silencieux où le rire aurait dû gouverner. Et quelque chose en moi. Changé. Certaines blessures n'ont pas besoin de fermeture. Ils ont besoin d'air. J'ai fermé l'email sans répondre et je l'ai regardé disparaître dans les archives. À ce moment-là, j'ai publié la dernière vrille de l'espoir que Maya pourrait comprendre mon choix. J'ai réalisé que s'engager davantage ne m'attaquerait qu'à un cycle de blâme et de ressentiment, une chambre de mal d'écho qu'aucun de nous ne pouvait vraiment réparer.
Les excuses de cette ligne n'auraient pas été ouvertes, aussi non actuelles que les frais de scolarité que j'avais suspendus. La lumière de l'après-midi s'adoucit en début de soirée au moment où le nom de Lisa a flashé sur mon identifiant de l'appelant. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, sachant qu'elle laisserait un message me demandant de reconsidérer de trouver un moyen de garder Maya sur la bonne voie. Mais je savais aussi que si je ramassais, je vacillerais. Au lieu de cela, j'ai regardé le pourcentage de batterie tombé sur mon téléphone, la barre rétrécissant comme l'espace que j'étais prêt à concéder. Je me tenais, m'étire et me dirigeais vers le petit balcon surplombant la cour, où les branches de chêne remuaient dans une douce brise. Ci-dessous, les voisins ont traversé leur vie. Un couple âgé qui tendit un rosier. Un promeneur de chiens s'arrêtant pour admirer les bourgeons. La scène était ordinaire, banale, et exactement ce dont j'avais besoin. J'ai fermé les yeux et inhalé la terre humide et fleuri le jasmin, me fondant dans le présent plutôt que l'agitation du drame familial. La parade nuptiale du respect de soi était subtile mais résolue, comme la poussière qui s'installe après une tempête. Cette nuit-là, j'ai brassé une casserole de thé à la camomille et je l'ai versée dans ma tasse préférée, celle avec une puce sur le bord que j'avais ramassée sur un marché aux puces. Je me suis recroquevillé dans le coin du canapé, la lueur de mon écran d'ordinateur portable, illuminant la fenêtre de messagerie vide. J'ai plutôt ouvert un document vide et j'ai commencé à taper une lettre, non pas à Maya ou à Lisa, mais à moi-même. J'ai écrit des frontières tracées et des ponts brûlés par nécessité, d'un cœur à la fois lourd de perte et de garçon par la clarté retrouvée. J'ai écrit que l'amour ne devrait pas exiger une forclusion sur soi-même et que parfois s'éloigner est la forme d'honnêteté la plus aimable. Lorsque j'ai finalement enregistré et fermé le fichier, l'horloge a lu à minuit. Le silence a enveloppé l'appartement dans un cocon doux, et j'ai senti une paix que je ne connaissais pas depuis des années. Demain, le monde pourrait m'appeler sans félin ou égoïste, mais dans cette immobilité, j'ai compris que certaines blessures ne sont pas censées être bandées par d'autres. Ils sont censés guérir dans la solitude, laissant des cicatrices qui ne nous rappellent pas la douleur, mais de notre propre résilience. Certaines portes ne se ferment pas avec la colère, mais avec un doux clic de découverte de soi. Et pour la première fois, j'ai accueilli le calme au-delà. L'horloge sur le mur de ma cuisine se lisait à 20h43. Quand j'ai entendu le coup, un seul rap délibéré qui portait le poids des jours que j'avais passés à me reconstruire. Je m'arrêtai dans l'embrasure de la porte entre le salon et la cuisine. L'arôme des légumes rôtis que j'avais préparés pour le dîner s'élevant toujours du poêle et laissait le son persister, mon cœur se resserrant avec une anticipation prudente. Il était trop tard pour les voisins, trop tôt pour les livraisons indésirables. Alors, quand j'ai ouvert la porte, je n'ai pas été surpris de voir Lisa debout la tenant une lettre pliée dans une main. Elle avait l'air plus petite que je ne me souvienne, ses épaules font sous le poids de la culpabilité et de la peur plutôt que de la robe qu'elle portait encore de chez elle. Son mascara avait couru, laissant de faibles taches sous ses yeux, et elle semblait se rétrécir comme si la perte de sa forteresse avait creusé ses défenses. J'ai pris un pas en arrière pour la laisser entrer, même si j'ai ressenti une vive impulsion pour fermer la porte et me retirer dans la solitude. Elle a offert un sourire tremblant qui n'a pas atteint ses yeux. Je sais que je n'ai pas le droit, commença-t-elle, sa voix craquant sous la tension de l'admission, mais Mia a écrit ceci, et elle voulait que je te le donne en personne. Elle a étendu la lettre avec des mains qui tremblaient comme des feuilles dans une tempête. J'ai hésité, regardant les limites avant de rencontrer son regard. L'écriture était indubitable. Le script de l'araignée de Maya, chaque boucle en ligne portant les échos de sa colère et de sa confusion. J'ai tendu la main et l'ai accepté, le glissant dans la poche de ma veste avec soin, comme s'il s'agissait d'une relique fragile d'un passé, je ne le prétendais plus. Lisa entra à l'intérieur, fermant la porte derrière elle avec un cliquet doux qui résonnait dans l'appartement calme. Je l'ai regardée retirer sa robe et la draper sur une chaise. Le rituel domestique, un rappel brutal de la maison que j'avais abandonnée. Elle se tenait dans ma cuisine, son tablier taché de sauce spaghetti du dîner qu'elle avait commencé à se préparer avant de réaliser que j'étais parti. Elle a peur, a déclaré Lisa, voix basse. Ses cours sont gelés. Sa bourse est suspendue. Elle ne voulait pas dire ce qu'elle a dit. Ses yeux se sont coupés de larmes maintenant, et elle a avalé fort comme si elle se voulait ne pas se briser. J'ai détourné le regard, ma mâchoire se serra contre l'envie de la donner de la responsabilité et du respect. Au lieu de cela, je me suis concentré sur le bloc de couteau sur le comptoir, les blades brillaient dans le feu de lampe douce, un retour à la foi. Toi, Lisa, même quand Emilia n'a pas réussi. Aurait dû vous défendre. Les mots sont arrivés trop tard après avoir déjà dessiné le plan pour ma sortie. J'ai traversé mon arme,
stable comme mur de forteresse, et la regarda rétrécir sous mon regard. Elle ferma les yeux comme s'il s'excusait auprès de quelqu'un d'invisible. « Nous avons besoin de vous, » a-t-elle dit, sa voix tremblante de désespoir. « Non seulement pour l'argent pour vous. » J'ai ressenti un scintillement de compassion pour la femme qui m'avait une fois aimé, mais le souvenir de son dos a été plus profondément. Au moment où les mots ont quitté la bouche, j'ai senti la dernière particule de l'homme que je suis dispersée comme une poussière dans le vent. Au lieu de cela, je me suis promené dans l'îlot de cuisine et j'ai récupéré ma veste de son crochet. Je l'ai glissée avec une lenteur délibérée, chaque mouvement une marque de ponctuation signalant la fin de quelque chose qui n'avait jamais complètement commencé. Elle a atteint l'enveloppe dans ma poche comme si elle contenait la clé de notre perte et de notre rédemption toutes les deux. Je l'ai retenue, le papier pressé contre ma poitrine à travers le tissu de ma veste, un témoignage du cœur conflictuel de Maya. Lisez-le, exhorta T.L., voix petite. Peut-être que cela vous aidera à comprendre. Je n'ai hésité qu'un instant avant de retirer la lettre libre. L'enveloppe a déchiré facilement, libérant une seule feuille de papier. Je l'ai dépliée et scanné les premières lignes. La voix de Maya émerge dans un script régulier et plein de remords. Cher Marc, elle avait écrit, je suis désolé pour ce que j'ai dit. Je ne voulais pas te blesser. J'étais en colère et effrayé, et je ne savais pas comment dire ce que je ressentais. En lisant, une douleur lente s'est répandue à travers moi. La prise de conscience qui sous sa colère à la peur. La peur de l'abandon, la peur du changement, la peur de confronter l'homme dont elle avait besoin et ressenti. Lisa m'a regardé avec l'espoir vacillant dans ses yeux comme si la lettre pouvait inverser chaque mal et me ramener. Mais j'avais appris que parfois une seule excuse ne peut pas combler une construction de gouffre sur des années de silence. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai glissée dans l'enveloppe, mes doigts tremblaient légèrement. Certaines choses se fixent, dis-je, repliant mes bras contre le poids de son regard. Certaines choses ont besoin de temps. J'ai rencontré les yeux de Lisa et pendant un moment fragile, j'ai aperçu la femme que j'avais épousée. Le partenaire qui avait autrefois cru en notre avenir. Mais la croyance sans action est comme une porte sans repose. Il ne peut pas s'ouvrir. J'ai placé l'enveloppe sur le comptoir de la cuisine, le laissant s'asseoir entre nous comme une fragile offrande de paix. J'ai besoin de continuer à avancer, dis-je. Je ne peux pas rester ici en attendant que le chagrin de quelqu'un d'autre s'installe. Ses épaules s'affaissèrent et elle hocha la tête, une seule larme s'échappant sur sa joue. Je comprends, murmura-t-elle, sa voix résolue, mais se brise. J'ai pris un dernier souffle, ressentant toute la mesure de la perte et de la libération entrelacées dans ma poitrine. Je reculai vers la porte, les mains dans mes poches comme si je berce à la fois le regret et la résolution. J'ai atteint la poignée et je me suis arrêté, jetant un coup d'œil par-dessus mon épaule. Lisa se tenait immobile par le comptoir, encadrée par la lueur chaude de la lumière de la cuisine, une silhouette de la vie que j'habitais autrefois. J'ai offert un petit signe de tête, une reconnaissance de l'histoire partagée et de la fin mutuelle, et j'ai tourné le bouton. La porte s'est fermée derrière moi doucement, le clic faisant écho dans le couloir comme une marque de ponctuation. À l'extérieur, l'air nocturne était frais contre mon visage, une bombe pour la douleur à l'intérieur. J'ai fait un pas dans le couloir puis un autre. Le poids de la présence de Lisa s'estompe à chaque pas alors que la porte de l'appartement 5B se fermait. J'ai senti la dernière barrière s'effondrer entre qui j'avais été et qui je devenais. L'horloge a sonné à 20h44 dans le couloir, la minute marquant le moment précis, j'ai choisi la liberté plutôt que la familiarité. Et alors que je me dirigeais vers l'ascenseur, j'ai porté avec moi la certitude silencieuse que certains coups doivent rester sans réponse pour que de nouvelles portes puissent enfin ouvrir. Je suis arrivé au bureau de Jared avec un calme que je reconnais à peine comme le mien. Le soleil de fin d'après-midi s'est incliné par les fenêtres du sol au plafond, peignant la table de conférence en or et en ombre comme si la pièce elle-même avait reconnu la gravité de ce que nous allions finaliser. Lisa s'est assise à côté de moi, son expression illisible, tandis que Jared a glissé 2 copies de l'accord à travers la surface polie. Le poids des papiers se sentait réel sous mes doigts. Chaque clause un acte de séparation délibéré, chaque ligne de signature et invitation à entrer entièrement dans le chapitre suivant de ma vie. Nous avons échangé des hochements de tête polis alors que Jared a passé en revue les points finaux. Aucune pension alimentaire, renonciation complète au litige de propriété partagée, libération de toutes les réclamations. Il a parlé dans des tons mesurés, garantissant que chaque partie comprenait les implications. J'ai écouté, mon pouls stable, mon esprit clair. Il ne s'agissait pas de punition ou de dépit. Il s'agissait de respect pour moi,
pour Lisa, et pour la mémoire de Maya de son père. Rester le demi-présentateur déshonorait chaque dollar que j'avais dépensé et à chaque instant que j'avais proposé. Lorsque Jared s'arrêta et me regarda, j'ai soulevé mon stylo et signé mon nom sur la ligne pointillée. L'encre s'est installée dans le journal avec une finalité silencieuse, et j'ai libéré un souffle que je ne savais pas que je tenais. J'ai glissé le stylo à Lisa, dont la main tremblait en ajoutant sa signature. Nos yeux se sont rencontrés brièvement, et à cet instant, j'ai vu les années de tension tacite, de l'espoir différé, de loyauté non retournée, de l'amour pris pour acquis, du flash entre nous comme un film muet. Il n'y avait plus de colère maintenant, seulement la clarté douce amère qui vient lorsque vous honorez la vérité d'un lien brisé. Jared a rassemblé les documents signés et les a placés dans son dossier. « Félicitations pour votre nouveau départ », a-t-il dit, fermant le boîtier en cuir en un clic doux. Ces paroles étaient étranges. Une note de fête attachée à ce qui avait été depuis si longtemps une source de douleur. Mais comme je me tenais, j'ai réalisé qu'il avait raison. C'était ma libération, difficile et intentionnelle. À l'extérieur du bureau, la ville a bourdonné de la circulation des heures de pointe et des pas se précipitaient. Ma veste pendait facilement de mes épaules comme si le poids de l'obligation s'était levé de ses coutures. Lisa s'attarda au trottoir, hésitant. J'ai approché et offert un signe de tête d'adieu, le geste le plus simple qui transportait tout ce dont j'avais besoin pour transmettre. Gratitude pour ce qui avait été bon, l'acceptation de ce qui avait échoué et la préparation à ce qui nous attendait. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, j'ai cuisiné un steak avec une confiance que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le grésillement dans la poêle résonnait comme un chant de victoire. Je me suis versé un verre de vin rouge et je me suis assis à la petite table à manger, chaque morsure riche de saveur et de liberté. Un record de Miles Davis a joué doucement, les notes dérivant dans la pièce comme une bénédiction pour mon moi renouvelé. Les amis ont appelé, désireux d'entendre mes nouvelles. Je leur ai simplement dit, c'est fini. Je suis libre. Leurs voix ont éclaté de soulagement et d'encouragement, et j'ai réalisé à quel point nous nous permettons rarement de célébrer les terminaisons aussi férocement que les débuts. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, le terme signé en silence, en gardant des rêves de possibilités en vie. Pour la première fois, j'étais à la fois auteur et protagoniste de mon histoire, non lié, respecté et entièrement prêt à écrire les chapitres à venir. 3 mois se sont écoulés depuis que j'ai tourné le dos pour la première fois sur cette maison et les rôles que j'ai joués autrefois. Ce soir, j'écris cette lettre non pas comme un plaidoyer de compréhension de quelqu'un d'autre, mais comme un témoignage de l'homme que je suis devenu, un homme qui a appris que donner tout n'oblige pas les autres à donner quoi que ce soit en retour. Marc, tu as tout donné. Vous êtes resté quand personne n'a demandé, payé quand personne ne vous a remercié et que vous aimiez quand vous n'étiez pas aimé. Pendant des années, vous pensiez que la présence était égale à l'appartenance et à la générosité était de la gratitude. Vous aviez tort. Sans respect, vos sacrifices sont devenus invisibles. Sans fidélité, votre dévotion ressemblait à une transaction. Vous méritez une appréciation plus que non recommandée. Rappelez-vous la nuit où vous vous allongez à côté de Lisa, le dos tourné, écoutant la douce montée et la chute de sa respiration plutôt que le clic creux de son indifférence. Ce silence n'était pas une défaite. C'était votre point de rupture. Le lendemain matin, vous avez désactivé chaque service portant votre nom, vos lignes téléphoniques, vos cartes de crédit, vos paiements de scolarité, vos mots de passe en streaming. Chaque compte annulé était un clou dans le cercueil d'une vie que vous ne reconnaissiez plus. Vous n'avez pas déchaîné ou ne vous dénoncez pas. Vous avez simplement fermé le grand livre. Lorsque vous avez rédigé votre plan de sortie au bureau de Jared, en ne demandant aucune pension alimentaire, pas de litige. Votre résolution s'est cristallisée. Vous avez échangé le confort contre la clarté, substituant le scintillement du faux espoir pour la flamme constante du respect de soi. Dans un hôtel en bordure de route, vous avez ressenti la première véritable libération de souffle que vous aviez depuis des années. Vous avez déballé votre identité dans votre nouvel appartement, pliant des chemises en tiroir et des chaussures coulissantes sur des racks. Chaque action une déclaration. Ici, je recommence. Le silence de votre choix est devenu sacré. La musique de fond de votre découverte de soi. Vous avez préparé vos propres repas, bu du café sur votre balcon et accueilli des amis qui vous considéraient comme plus qu'un compte bancaire. Vous avez interrompu les paiements des frais de scolarité de Mia, non pas par dépit, mais par nécessité. Quand elle vous a accusé de détruire son avenir, vous lui avez rappelé que l'amour sans respect est une mauvaise monnaie. Et lorsque son email des excuses est arrivé,
À moitié culpabilité, à la moitié de la demande, vous l'avez laissé non ouvert, refusant de vous attaquer à un cycle de blâme. Vous avez répondu à 20h43 de Lisa. Frappé avec l'honnêteté mesurée, lisant la lettre de Maya et reconnaissant leur peur sans rouvrir vos propres blessures. Vous avez signé des papiers en silence, assis à une table à manger avec un steak parfaitement saisi et un verre de vin, et célébré votre liberté au lieu de pleurer une famille perdue. Maintenant 3 mois plus tard, vous sortez avec Monique, une femme dont la curiosité et la gentillesse sont des cadeaux, pas des obligations. Vous vous reposez dans le calme qui vous terrifiait autrefois. Vous ne manquez pas la maison qui ne vous a jamais vu pour qui vous êtes, ni le fantôme d'un homme que vous avez essayé de remplacer. Cette lettre se trouve aux côtés des excuses non ouvertes de Maya, un rappel que certaines pages sont censées rester vides. Votre voyage n'est pas défini par leur reconnaissance de votre valeur, mais par votre croyance inébranlable en elle. Vous êtes assez. Vous serez toujours suffisant. Marc.